Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la reprise. Oui, on l'espère toutes et tous. Et oui, cette reprise, on a tellement souffert avec cette pandémie, cette récession. Enfin, elle pointe le bout de son nez. Alors malheureusement, attention, cette reprise, faut pas trop rêver. Elle est surtout technique et puis elle n'est pas homogène à travers le monde. Elle est complètement disparate. Et puis surtout, cette reprise risque de générer des effets pervers. Par exemple, une augmentation de l'inflation, des cours des matières premières, également des taux d'intérêt. Donc, il faut être extrêmement prudent et bien comprendre ce qui risque de nous arriver, comme d'habitude, en toute objectivité, avec des graphiques. Bien sûr, on se doit d'être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. C'est ça le plus important. Et donc, on va commencer déjà avec un petit flashback pour se rappeler qu'effectivement, 2020 a été une récession dramatique. On le voit ici, c'est l'évolution du PIB mondial. On se souvient, de 1980 à 2019, on a fait 3,5% de croissance annuelle par an. Et là, évidemment, ça s'est effondré en 2020, puisqu'on est tombé à peu près à moins 4% de baisse du PIB mondial. Alors, quand on regarde un petit peu le détail de cette récession, eh bien, il n'y a qu'un seul pays vraiment qui s'en est sorti, c'est la Chine, le seul pays qui a eu une variation positive du PIB, 2,5%. Tout le reste, donc là on voit moins 4% au niveau mondial. Évidemment, aux États-Unis, moins 3,5%, en Allemagne, moins 5,3%, en France, moins 8,2%. On va regarder dans le détail de la zone euro tout de suite parce que ça y est, les chiffres officiels de 2020 de toute la zone euro sont enfin tombés il y a quelques jours. Et donc, ben voilà le résultat. Donc, 19 pays de la zone euro. Bien, nous aussi, dans la zone euro, on a un pays qui s'en sort, un seul pays qui a une variation positive de son PIB en 2019, c'est l'Irlande. Tous les autres, évidemment, c'est une baisse assez nette du PIB. Alors, évidemment, plus c'est rouge et à la fin c'est grenat et même violet, plus c'est mauvais, évidemment. Et donc, les trois derniers, malheureusement, de la zone euro, nous avons la France, moins 8,2, l'Italie, moins 8,9, l'Espagne, moins 11. Donc, c'est là où, évidemment, on peut un petit peu, je dirais, nous en vouloir, nous les Français, parce que avec un tel poids des dépenses publiques, une telle dette publique qui a explosé en 2020, on a quand même subi une baisse de 8,2% du PIB. Donc, évidemment, compte tenu de cette dégringolade, on est tous en droit d'attendre une reprise, au moins une reprise de rattrapage. Le problème, c'est que cette reprise de rattrapage a beaucoup de mal à se mettre en place dans pas mal de pays, et notamment, évidemment, en France. Donc, déjà, première bonne nouvelle au niveau mondial, je table sur une croissance de 5,2% en 2021. Donc oui, la reprise est bien là, si tout va bien, s'il n'y a pas de nouveaux variants qui arrivent et qui ne seraient pas pris en compte par les vaccins. Mais néanmoins, pour le moment, on est quand même bien parti pour retrouver une croissance d'au moins 5% en 2021, donc c'est plutôt bien, évidemment hors inflation. Alors quand on regarde dans le détail maintenant des pays, eh bien la surprise de ces derniers mois, c'est quand même les États-Unis. Avant même le plan de relance de Joe Biden, 1900 milliards de dollars de relance, eh bien on a ici les indicateurs avancés du mois de février, dans l'industrie, dans les services, vous voyez c'est la barre à 50, au-dessus on est largement en croissance, donc là on voit dans l'industrie c'est en vert, dans l'industrie c'est en rouge, dans les services c'est en vert, on les voit sur le niveau de 60, donc bien sûr, pour l'instant ça c'est le PIB, le glissement annuel du PIB, il pourrait atteindre, regardez, 3% de croissance assez rapidement donc aux États-Unis. Donc c'est la locomotive pour l'instant. Deuxième locomotive, l'Inde. Et là aussi, l'Inde c'est très bon. Les derniers indicateurs avancés qui viennent de sortir également pour le mois de février montrent que là aussi on pourrait atteindre assez rapidement 7% de croissance en Inde. L'Inde, tous ces pays évidemment ont souffert, on le voit ici la récession, mais ils redémarrent, ils se remettent au travail. Il y a une dynamique de croissance qui est là malgré la pandémie. Troisième pays, bien sûr, c'est la Chine qui a certes ralenti un petit peu, mais vous voyez comme elle avait une croissance très forte depuis déjà quelques trimestres, elle consolide entre guillemets au début 2021, mais ça ne l'a pas empêché, regardez bien, de faire un excédent commercial record, un chiffre complètement fou, regardez bien, 103 milliards de dollars d'excédent au mois de février en Chine, ce qui veut dire que sur un an, elle a battu un nouveau record absolu, 648 milliards de dollars d'excédent commercial en Chine. Donc là, évidemment, pour l'instant, la grande gagnante de cette pandémie qui vient de Chine, eh bien, c'est aussi la Chine. Une croissance qui sera autour des 8 à 9% en 2021. Et regardez, commerce extérieur énorme. Donc là, il faut quand même qu'on se réveille, nous, les pays, on va dire, de l'Occident notamment, mais pas seulement. Il faut qu'on arrête d'acheter autant chinois. Sinon, évidemment, les Chinois vont continuer de nous passer devant et de générer une croissance forte avec des réserves de change qui augmentent et bien entendu des vrais dangers pour notre indépendance, pour nos économies. Donc c'est ça le vrai enjeu de la reprise. Si la reprise est uniquement en Chine, eh bien évidemment on n'aura rien gagné. Donc il faut là aussi
contraindre un petit peu, imposer des normes démocratiques, des normes sanitaires, des normes également, je dirais, en termes social pour nos amis chinois, entre guillemets, et à ce moment-là, on pourra partir sur des bonnes bases et on aura un vrai reset, une vraie reprise positive, notamment pour nous. Alors j'arrive maintenant, justement, pour nous, la zone euro. C'est pas joli, vous voyez que, encore une fois, cet indicateur des directeurs d'achat, la barre des 50, nous sommes toujours en deçà des 50, donc on est toujours en récession dans la zone euro, et c'est également le cas malheureusement pour la France. C'est l'indicateur du climat des affaires INSEE, hein, c'est l'Institut français évidemment des statistiques. On voit bien entendu ici que nous sommes toujours sur une baisse du PIB de moins 6%, ça c'est le mois de février, donc le mois de mars pour l'instant, confinement, pas confinement, toujours est-il qu'on n'est toujours pas sorti du couvre-feu, etc. On nous dit oui, tout ira bien au mois d'avril, mais bon, est-ce qu'on pouvait m'en croire? Et ça, c'est embêtant parce que si on n'a pas un redémarrage assez rapide au début 2021, 2021 également, on n'aura pas la reprise escomptée. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on reste optimiste. Malgré tout, on essaie du moins de l'être. Donc, voici effectivement les prévisions que nous faisons dans mon cabinet pour, donc à ces défis, bien sûr, pour 2021. Donc, là, on voit la baisse de 2020. Et donc, 2021, on a une reprise de rattrapage. Donc, pour l'instant, c'est assez fort aux États-Unis, 4,8%. Même les Japonais font autour des 3,9%. La zone euro 2,8, l'Allemagne 2,5, la France 3,2 parce que évidemment c'est un peu plus qu'en Allemagne parce qu'on a beaucoup plus baissé l'année dernière qu'en Allemagne comme on le voit ici, mais ça reste quand même extrêmement limité et donc voilà nos amis chinois plus de 8, 7% au niveau mondial donc 5,2%. Donc pour l'instant c'est ce qui est probable, bien entendu, en espérant qu'on va sortir de la pandémie, et on le souhaite tous, bien entendu, mais admettons qu'on en sorte, qu'est-ce qui va se passer également ensuite? Parce que là, c'est juste des chiffres de croissance, mais on n'aura toujours pas retrouvé le niveau de PIB d'avant la pandémie, et puis surtout le problème, c'est que, pour l'instant, on n'a pas vu la vraie crise économique et sociale. Parce qu'il y a eu une sorte d'anomalie, notamment en France, en 2020, c'est que, malgré une récession historique, le taux de chômage français a baissé. Ah oui, c'est complètement fou. Donc là, on voit, c'est l'évolution du taux de chômage. Donc là, on voit les dernières récessions qu'on a eues en France. Et la courbe bleue, c'est le taux de chômage que nous avons en France. Et donc là, on voit, il avait fortement baissé donc, pendant le premier confinement. Ensuite, il a redémarré. Puis il a rebaissé. Donc finalement, sur l'année, voyez, on a quand même une baisse du taux de chômage. On est à 8%, alors qu'habituellement, en phase de récession, le taux de chômage a toujours tendance, évidemment, à augmenter. Alors, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de toutes nos récessions en France. On en a eu 4, en fait. Première récession en 1975, à l'époque, le taux de chômage était très bas, oui, ça nous fait rêver, mais il a quand même augmenté de 3 à 5% en 3 ans. Deuxième récession en 93, baisse du PIB, moins 0,6, pas énorme, mais regardez le taux de chômage, on passe de 9,5 à 10,8% en un an et demi, donc une tension assez nette. 2009, la dernière récession, moins 2,9% du PIB, et là, le taux de chômage, il passe de 7,2 à 9,5, on voit qu'évidemment, il y avait des conséquences, et là, incroyable, récession historique, moins 8,2 précisément, et par contre, le taux de chômage, vous voyez, il a baissé, il est passé de 8,4 à 8%. C'est évidemment étonnant, hein. On a compris qu'il y a bien entendu une anomalie. Pourquoi? Ça dépend de la définition du chômage. Ce taux de chômage qu'on voit ici, c'est le taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Ça veut dire un taux de chômage entre guillemets parfait. Ça veut dire des chômeurs qui sont disponibles tout de suite, qui font une recherche active sur le marché du travail et qui n'ont pas du tout travaillé. Donc c'est quand même assez restrictif. Par contre, si on élargit ce taux de chômage, on regarde par exemple ce qu'on appelle le halo du chômage, ça veut dire justement des personnes qui veulent travailler, mais qui justement n'ont pas fait de recherche active. Par exemple, à cause du confinement. Et bien là, vous voyez que c'est le halo du chômage. Vous voyez que là, on est pour l'instant à 8% de taux de chômage. Là, on monte à quasiment 14%. Voyez, et alors, si on ajoute maintenant ce qu'on appelle le vrai chômage, notamment le chômage partiel, là, on a ce qu'on appelle le taux de sous-emploi, qui est en fait le vrai taux de chômage en France. Et regardez bien ce chiffre. Alors, il avait flambé, bien sûr, pendant le premier confinement. Il a ensuite rebaissé. Mais regardez là, en fin d'année 2020, on est à 21% de taux de chômage global. Ça veut dire plus de 6,5 millions de personnes. Voilà le vrai chômage. On ne le voit pas, bien entendu, pour l'instant, parce qu'on est bloqué à cause de la statistique qui masque les vrais chiffres du chômage. Mais évidemment, si demain la pandémie s'en va, et on l'espère, qu'on va arrêter le chômage partiel, qu'on va arrêter tous ces confinements, etc., donc là on va voir le vrai chômage, et donc ce taux de chômage, il va bien entendu inévitablement augmenter. Peut-être pas à 21%, mais néanmoins il peut monter à 10-12%, et ça va venir justement, c'est le paradoxe.
après la pandémie. Donc, vous voyez que cette reprise va se traduire également par du chômage, parce que justement, pendant la récession, on n'avait pas ce chômage. C'est un petit peu le paradoxe, mais ça, il faut évidemment s'y préparer. Autre problème, c'est que comme il y a une croissance mondiale qui augmente, eh bien les prix des matières premières augmentent, et notamment le prix du pétrole. Regardez, ça ne cesse d'augmenter. On est à quasiment 70 $ le baril là, depuis quelques jours, si on regarde le baril de Brent, et donc ça va évidemment continuer. Vous voyez qu'il y a une corrélation entre les prix du baril, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge. On a déjà parlé dans différentes chroniques, mais c'est vrai qu'on le voit ici. Bon alors, on ne va peut-être pas monter à 100 $ le baril, mais néanmoins on peut monter à 80, 85, et donc bien entendu, ceci va se traduire par une augmentation de l'inflation, que l'on voit également sur l'indice qu'on appelle CRB de toutes les matières premières dans le monde. C'est la courbe violette ici, vous voyez, en glissement annuel. Là, c'est l'inflation française en rouge. Donc on voit que de par l'augmentation très nette de l'indice des matières premières, avec l'inflation française, elle peut monter à 2,5, 3%. Donc ça aussi, c'est pas du tout, encore une fois, dans les cours. Et c'est l'effet pervers de la reprise. Autre effet pervers de la reprise, c'est que s'il y a plus d'inflation, eh bien, les taux d'intérêt également vont augmenter. Et regardez, je vous ai oublié de vous montrer ce graphique très intéressant qui montre l'évolution de l'inflation aux États-Unis. C'est les derniers chiffres qui viennent de sortir il y a quelques minutes. Outre-Atlantique, voilà l'indicateur de l'inflation du mois de février. On est à 1,7%. Donc, vous voyez, le plus haut depuis le début 2020. Donc, ça, c'est l'indice hors énergie et produits alimentaires. Pour l'instant, ça va, c'est 1,3%, mais on comprend bien que ça risque de continuer d'augmenter avec la hausse des cours des matières premières, et donc ça va limiter là aussi la reprise. Donc, effet pervers de la reprise, l'inflation qui augmente. Et puis donc justement, le corollaire de ça, c'est que les taux d'intérêt également vont augmenter. Ça commence, regardez aux États-Unis, ça y est, on est à plus de 1,6% de taux d'intérêt à 10 ans sur les obligations de l'État américain. Pour l'État français, on est toujours autour des 0%, mais ça remonte encore un petit peu. Et évidemment, ça va continuer d'augmenter. Donc si les taux d'intérêt augmentent, ça va calmer évidemment toutes les ardeurs. Mais que la reprise, en fait, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Mais ça va également se traduire par ce que j'appelle le retour du juste prix. Parce que là, on était complètement sous anesthésie. Là, on va retrouver, on va dire, le niveau normal des grandeurs financières, de l'inflation. Évidemment, sur les marchés immobiliers également, il y aura une baisse qui va s'observer, et les marchés également boursiers. Et on le voit depuis quelques jours, là aussi, c'est quand même une vraie nouvelle intéressante, c'est que le Nasdaq est en train de baisser. Alors c'est vrai qu'il y a certains jours où ça remonte très fortement, mais on voit que bon, depuis le plus bas de 2009, il avait fait plus 1000% d'augmentation, depuis 2016, plus 230% d'augmentation, et donc là on voit en un mois, moins 10%. Eh oui, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que le Nasdaq, c'est une bourse effectivement de valeur de croissance, et notamment sur le numérique. Et si la pandémie s'en va, on l'espère tous, ben là aussi on aura moins besoin du numérique, un petit peu moins. Ça sera toujours là, bien sûr, mais les GAFAM vont moins flamber. Et puis surtout que Joe Biden commence à dire qu'il va introduire justement des lois antitrust, donc anti-monopole, notamment au sein des GAFAM. Ça peut faire mal, donc attention. Là aussi, l'après-pandémie, c'est aussi le retour à la normale sur les marchés boursiers, notamment sur le valeur du numérique. Alors évidemment, pour terminer, on va parler de Tesla, hein. Voilà, c'est quand même les montagnes russes, c'est assez incroyable. Alors bien sûr, si on prend d'octobre 2012 à janvier 2021, 16 000% d'augmentation, une valeur boursière qui représente 1600 fois les profits, bon donc c'est quelque chose de complètement fou, mais néanmoins, on voit que donc sur l'année 2020 jusqu'à janvier 2021, ça fait plus 955%, et regardez ensuite, en quelques jours finalement, moins 36%, et là, hier, sur le 9 mars, plus 19,6%. Ce sont les montagnes russes. Donc ça veut dire ça que, bien entendu, c'est dangereux, et donc que toutes ces valeurs, tous ces marchés redeviennent très très nerveux, parce que justement, la fin de la pandémie, ça rappelle justement qu'on avait des bulles boursières, des bulles obligataires, des bulles immobilières, et ces bulles vont se dégonfler. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la fin de la pandémie. Oui, on va avoir une reprise. Malheureusement, elle sera disparate, mais on va également retrouver un juste prix sur les grandeurs financières. Donc, oui, la reprise sera là, attention, elle sera disparate, et on va également, c'est comme quand il y a un tsunami, c'est quand la mer se retire qu'on voit l'ampleur de dégâts, et c'est donc en 2021 qu'on va voir l'ampleur des dégâts, notamment sur le chômage, sur les dettes publiques, en particulier en France. Donc ne croyons pas que tout est terminé. Maintenant arrive, on va dire, cette crise économique qu'il va falloir gérer, et là, on va avoir besoin vraiment de prendre les bonnes décisions, de faire preuve de bon sens. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Et à très bientôt.